Merci, chers collègues, et désolé de cette présentation très informelle qui me permet toutefois d'avoir le don de l'ubiquité puisque je suis aussi attendue à un conseil d'administration d'université dans une demi-heure et j'aurais été vraiment très désolée de ne pas pouvoir participer à ces débats très riches sur le devoir de vigilance, sujet extrêmement complexe, mais qui fait aussi réfléchir beaucoup les juristes. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, Marianne, Mustapha, de m'avoir sollicité pour réfléchir à ce sujet qui m'est attribué, comme tu l'as dit, Mustapha, de travailler sur la dimension interne, donc tension dans la gouvernance des entreprises concernées. Alors, en travaillant un peu pour rassembler mes idées sur ce sujet qui n'est pas inconnu mais qui est très complexe, me sont revenus ces propos de Léon Duguy dans les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, écrit en 1912, où Léon Duguy indiquait que le droit était moins l'œuvre du législateur que le produit constant et spontané des faits. Et cette affirmation, on a pu la vérifier à l'aune des effets du machinisme au XIXe siècle, avec l'objectivation, dont parlait tout à l'heure Mustapha, progressive du droit de la responsabilité, au point d'aboutir à la loi, cette fameuse loi du 25 juillet 1985 relative aux accidents de la route. On a pu également la vérifier avec la prévention des risques sociaux dont a émergé l'État-providence et cette société assurantielle décrite par le philosophe François Ewald dans Une histoire de l'État-providence publiée en 1996. Et avec le devoir de vigilance, il me semble qu'on monte encore d'un degré dans la mesure où ce devoir marque sans aucun doute l'avancée la plus ambitieuse d'un mouvement social de responsabilisation des entreprises. Et c'est encore une fois les faits qui bouleversent le droit, ces faits qui, en l'occurrence, sont des risques, en particulier les atteintes aux droits humains, qui se sont illustrés lors de le drame du Rana Plaza, au point de dicter aux législateurs le texte, cette loi sur le devoir de vigilance. Suffisamment ambitieux fallait-il l'écrire pour apporter des éléments de réponse à une société pour qui tous ces risques ne peuvent plus et ne doivent plus être tolérés. Alors une fois qu'on a dit ça, les choses ne sont pas forcément plus simples. Faussement simples, écrit notre collègue Arnaud Latil sur les approches par le risque. Faussement simples parce qu'elles s'appuient sur une articulation complexe entre différents instruments juridiques. Ça a été dit à maintes occasions. Elles reposent effectivement sur un ensemble d'outils à la croisée de la responsabilité civile et pénale, on vient de le dire, mais aussi de la liberté et de la sécurité, et elle concerne tant les droits fondamentaux que les règles de compliance et la soft law. En un mot, donc, elle bouleverse profondément la manière de faire le droit. Pour l'action publique, on le sait, c'est un passage, comme l'a dit Jacques Chevalier, d'un État opérateur à un État régulateur qui vise à encadrer la liberté pour mieux responsabiliser les acteurs, en leur posant un cadre, des objectifs, éventuellement, mais en les laissant libres de définir à la fois les moyens et les règles pour s'adapter à ces objectifs. Si je puis dire, donc, la balle est dans le camp des acteurs, et en l'occurrence des entreprises concernées par le devoir de vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette approche suppose une analyse renouvelée de l'efficacité des règles et nécessite encore d'adapter ces règles en fonction de leurs résultats, postulant donc encore plus un droit souple, agile, rétrospectif. Et la tâche n'est pas simple dans la mesure où on exige de ces entreprises aujourd'hui de mesurer par avance, et en plus avec justesse, l'incertitude, c'est-à-dire ce qui a priori n'est pas mesurable. Alors, existent différents outils, on en a parlé, on le reverra, les études d'impact, la prospective, et sans doute surtout la co-régulation sur laquelle je reviendrai. Ça veut dire qu'effectivement, en amont, mais peut-être au-delà, Mustafa nous l'a montré, la co-régulation suppose un dialogue relativement continu avec les parties prenantes. Il s'agit effectivement moins de sanctionner la méconnaissance des règles que de s'assurer que ces normes de comportement qui sont produites par les sociétés pour elles-mêmes produiront des effets escomptés. Alors, revenons un instant à la compliance. Il est vrai que dans la loi Sapin II, qui a introduit la compliance en France, en tout cas dans le droit des sociétés toujours, la compliance traque la corruption
dans ses aspects les plus divers, mais de manière assez cadrée. Avec le devoir de vigilance, on touche à des domaines qui sont beaucoup moins familiers pour les acteurs, les entreprises. On vise de nouveaux champs de risques beaucoup plus vastes, et ceci dans une dimension géographique de l'ensemble de l'activité, donc sur la chaîne de valeur dans son ensemble. Rien d'étonnant, donc, à ce que cette loi, perçue comme une forte, voire une trop forte contrainte pour les entités qui sont faites a priori pour créer de la valeur, et à la limite, je dirais, peu importe à quel prix pour les autres, eh bien, ça crée des tensions, bien entendu, pour ces sociétés, au sein même du droit des sociétés, notamment, construit sur le principe d'autonomie de la personne morale et sur la règle sacro-sainte de la territorialité. Donc ces tensions sont d'autant plus fortes que les objectifs sont effectivement monumentaux. Il va falloir supprimer, ou à défaut atténuer, ce qu'on appelle les externalités négatives produites par les activités économiques, mais a priori sur lesquelles elles n'avaient pas à avoir d'impact jusque-là. Alors toutes ces tensions, eh bien, il va falloir les traiter. Il faut que les entreprises prennent entre les mains ce devoir de vigilance en s'appropriant pleinement la délégation de pouvoir que la compliance leur donne. Et selon nous, cette appropriation, elle suppose au moins deux conditions. Que ces deux conditions soient remplies, à savoir à repenser le mode de gouvernance et d'autre part à réaliser avec les parties prenantes un travail de qualité sur la prévention des risques. Et c'est ainsi que je vais essayer de démontrer relativement rapidement ce pourquoi je suis venu présenter le devoir de vigilance, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, penser à un renouvellement des modes de gouvernance pour les sociétés concernées et à une participation mieux équilibrée des parties prenantes dans la gouvernance de cette vigilance. Sur les modes de gouvernance, le sujet n'est pas nouveau, je ne m'y attarderai pas, sauf à rappeler que l'introduction du devoir de vigilance dans la sphère du droit des sociétés conduit à renforcer ce questionnement constant du modèle des affaires, du modèle d'affaires des sociétés dans l'intérêt même de celles-ci. Et parce qu'il leur revient précisément de définir et de mettre en œuvre ces modèles d'affaires, la façon dont les dirigeants doivent exercer leur pouvoir doit également être repensé. En un mot, donc, il me semble qu'en interne, le devoir de vigilance impose d'adopter une conception élargie de l'intérêt social, une telle approche de l'intérêt social ayant une forte incidence sur l'exercice des mandats sociaux. L'intérêt social, notion phare du droit des sociétés, est une boussole, on l'a dit, pour le juge. Il permet d'apprécier la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion, d'annuler certains actes, tels les actes anormaux de gestion, d'apprécier l'abus de biens sociaux, j'en passe et des meilleurs. Une coloration particulière a été donnée lorsque la doctrine de la responsabilité sociale et environnementale s'est invitée dans la loi, et je veux parler de la loi Pacte, cette loi du 29 mai 2019, qui introduit un nouvel alinéa 2 à l'article 1833, selon lequel la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Point de définition dans cet article, mais une méthode. Méthode qui s'intègre particulièrement au devoir de vigilance, comme a pu le rappeler précisément les juges, comme ont pu le rappeler les juges dans l'affaire qui inquiète la société Total Énergie relativement à son devoir de vigilance. Je rappelle que les juges de Nanterre, dans l'un des arrêts cités précédemment, ont pu considérer que l'application de l'article 1833 du Code civil impose aux sociétés d'intégrer dans leurs orientations stratégiques des risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement, et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles. Donc ce sont de tels abandons, de telles réorientations substantielles qui doivent être réalisées par les entreprises soumises au devoir de vigilance. Et ceci suppose un profond recalibrage des comportements. Cela donc suggère en pratique de nouvelles normes, des normes de comportement qui devraient pouvoir être formalisées. Elles le sont pour un certain nombre d'entreprises concernées, dans des codes de conduite, dans des chartes vestiques, et celles-ci
devant s'inspirer des plus hauts standards internationaux émis par l'OCDE, l'ONU, l'Accord de Paris ou encore des organismes privés comme les normes ISO, j'en passe et des meilleurs. Ceci signifie donc qu'il faut, sur une base volontaire mais encadrée, que les entreprises s'attellent à modifier leur modèle d'affaires, adopter des normes de comportement, lesquelles, une fois adoptées sur une base volontaire, pourront ensuite être contractualisées pour s'imposer sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La démarche consiste bien à prendre des engagements et par conséquent progressivement à forger et déployer une éthique d'entreprise. Alors une telle approche sur ce nouveau mode de gouvernance ne peut demeurer sans effet bien sûr sur le rôle même de ceux qui ont précisément en charge la détermination et la mise en œuvre de la stratégie de la société, à savoir les mandataires sociaux. Donc l'impact du devoir de vigilance est extrême sur le rôle du conseil d'administration et son mode de fonctionnement. En tout cas, il devrait l'être pour ceux qui respectent pleinement la loi. Le rôle du conseil, je rappelle très brièvement, est de déterminer les orientations stratégiques. Et en matière de RSE, il est dit également qu'il doit déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de responsabilité sociale et environnementale depuis donc précisément la loi Pacte. Le devoir de vigilance ajoute, et ça c'est une différence par rapport aux autres devoirs de compliance, ajoute à ces éléments des obligations concrètes. À cet égard, la loi sur le devoir de vigilance envisage 3 niveaux de vigilance. L'identification des risques, la prévention des risques et ou des atteintes graves à l'environnement et aux droits humains, l'atténuation des atteintes ou des risques. La loi ne se limite donc pas seulement à la transparence, comme on a pu l'évoquer à propos de la directive CSRD et du reporting de durabilité. La loi ne se limite pas non plus à une simple recension et hiérarchisation des risques, comme la loi Sapin 2 le fait. Elle va beaucoup plus loin, puisque son article L225-102-4, dans le petit 3, exige des actions, en tout cas un reporting sur les actions qui sont menées et adaptées pour atténuer les risques ou prévenir les atteintes graves. Donc le plan de vigilance, ce n'est pas seulement une description de l'actuel, c'est un devoir d'agir. Devoir de prendre des actions, un peu comme une due diligence, mais à la différence qu'il y a une obligation et un mécanisme de réparation à la clé. Concrètement, donc, le devoir de vigilance implique l'adoption d'une démarche plus exigeante, davantage proactive, des engagements tenables et pertinents. Et puisqu'il y a un suivi de ces informations, l'entreprise ne peut plus se contenter des faits d'annonce. C'est un élément majeur du plan de vigilance. Le respect et le devoir de vigilance impose effectivement des actions en cohérence avec les engagements pris, ce qui suppose que les engagements de ces dirigeants soient sincères. Alors, de telles exigences, et je serai peut-être un petit peu plus rapide sur la fin de cette première partie, exigent bien sûr une modification dans le fonctionnement du conseil d'administration. Alors, peu encore est pris en compte, notamment dans les codes de gouvernance, dans la mesure où il semblerait que le code AFEP-MEDEF, notamment qui concerne les grandes sociétés, pourrait exiger et pas seulement proposer que ces mandataires sociaux qui doivent être diligents aient aussi les compétences requises. Ceci est extrêmement peu développé dans les codes et on pense qu'à l'avenir, les codes pourraient être modifiés en ce sens. Là où le changement est plus grand, me semble-t-il, c'est dans la présence de plus en plus fréquente de comités spécialisés. Non pas les comités classiques que l'on connaît, mais des comités RSE, comités d'éthique ou encore comités des parties prenantes qui se développent et qui renouvellent largement les modes de gouvernance dans les sociétés concernées, attestant d'une évolution marquante par rapport aux conceptions traditionnelles qui mettaient autrefois les actionnaires et eux seuls au cœur de la gouvernance et de la stratégie d'entreprise. Le devoir de vigilance, donc, crée une première source de tension en interne, donc au sein de la gouvernance elle-même, les dirigeants des sociétés étant amenés à apprécier l'exercice de leur pouvoir au regard d'un intérêt social renouvelé et se voyant imposer un rôle plus actif dans l'élaboration d'une stratégie que l'on n'hésite plus à qualifier de durable ou soutenable. Une seconde source de tension, me semble-t-il, et on reste malgré tout dans
dimension interne de la gouvernance, c'est celle qui oblige à la participation des parties prenantes, à la rédaction, mais je dirais même au-delà, à la façon de faire, mais de mener aussi le plan de vigilance dans la durée. Et donc, une forme de gouvernance renouvelée liée à l'extension et à la participation effective des parties prenantes à la gouvernance d'un devoir de vigilance réussi. C'est une disposition originale, on l'a déjà évoqué. Le plan a vocation à être élaboré avec les parties prenantes. Et cette démarche est retenue également par la position de directeur. Processus collaboratif d'élaboration du plan. Faute d'un décret d'implication, il nous reste à deviner quel est le travail, quelle est cette participation. J'espère que vous m'entendez toujours. C'est bon. Et on te voit de nouveau et on t'entend. Je continue. Donc, pour traiter très rapidement maintenant de cette participation effective des parties prenantes, je voudrais seulement évoquer 2 points. D'une part, que si la loi en appelle à un dialogue constructif, et donc elle invite les parties prenantes à être bâtisseurs de la vigilance, elle n'a pas anticipé, me semble-t-il, suffisamment les effets, source également de grandes tensions, d'une telle contrainte, ce qui appelle aussi à faire, sans doute de certaines parties prenantes, les vigies de la vigilance. En tant que bâtisseur de la vigilance, je ne rappellerai pas les vertus du dialogue qui ont été très bien développées par mon collègue Becky et qui renvoient au concept de corégulation développé par Jacques Igalens. Peut-être simplement dire un mot sur les difficultés de ce dialogue. La première difficulté, me semble-t-il, tient à l'absence de définition des parties prenantes. Jean Tirole, le prix Nobel, signalait déjà dans son ouvrage de référence Économie du bien commun l'établissement de bonnes conduites pour un dialogue constructif. Donc il va falloir encore normer pour permettre un dialogue constructif qui doit reposer d'abord sur une identification précise des parties prenantes. On pense naturellement au dialogue social, qui impose que le plan de vigilance soit construit en concertation avec les salariés de la société, les représentants syndicaux et ceux de toute la chaîne de valeur. Du fait de son ampleur, le devoir de vigilance implique également un dialogue avec les fournisseurs, les clients, les sous-traitants, et sans négliger, me semble-t-il, le dialogue actionnarial face à la forte montée d'un activisme actionnarial environnemental. C'est la BPI qui s'adresse aux PME soumises à la vigilance, qui les invite à dresser une liste des parties prenantes établie en fonction de leur importance stratégique et leur degré d'attente, et pas seulement en fonction des friendly stakeholders dont on parle aux États-Unis. Donc on voit bien effectivement le mouvement très pro-vigilance pour les parties prenantes qui se dessine dans ce devoir de vigilance. On pourrait aussi penser aux associations et plus loin encore aux communautés locales, aux populations autochtones concernées par des grands projets en dehors de l'Europe et dans le monde entier. Une autre question se pose, celle des formes que ce dialogue peut prendre. À l'instar de ce que préconise l'OCDE pour les due diligence, l'organisation préconise à la fois un échange entre les parties prenantes, mais aussi de la consultation. Dans l'échange, effectivement, tout au long du processus du devoir de vigilance, l'entreprise doit avoir ce type de dialogue constructif avec les parties prenantes. À savoir toutes les fois, en fait, qu'elle identifie un impact négatif, réel ou potentiel, dans le cadre de ses activités, qu'il s'agisse d'un dommage éventuel sur les droits humains ou sur l'environnement. Au-delà de cet échange, l'OCDE préconise également de consulter les experts sur certains sujets, que ce soit des chercheurs, des ONG, des organisations locales
Et donc, tout ceci permet effectivement un dialogue constructif. Ce qui pose naturellement une troisième question au regard de ce dialogue constructif, c'est celle du respect du secret des affaires. Qu'en est-il? Comment réconcilier les besoins de confidentialité avec l'implication de parties prenantes toujours de plus en plus nombreuses dans la participation de ce devoir de vigilance et de ce plan de vigilance? Aujourd'hui, rien n'est prévu. Le risque pour l'entreprise, cette fois-ci, étant de voir se répandre en dehors de la sphère de la direction des secrets d'affaires qu'elle aurait préféré taire, sans négliger d'ailleurs le fait que les résultats des actions feront l'objet d'une communication publique, et à ce titre, le devoir de vigilance est aussi et avant tout un exercice de démonstration auprès des publics variés. On rappellera, on soulignera à cet égard que cette démarche de transparence se justifie également en termes de preuves dans le cadre d'une action en responsabilité. Pour finir, est-ce dire que ces parties prenantes, ou certaines d'entre elles tout au moins, présentées comme des bâtisseurs du plan de vigilance, dans le devoir de vigilance, se transformeraient en vigie de la vigilance? Rien n'est moins sûr parce que il faut pondérer les choses. Certes, il y a une obligation de publier le plan, dernière obligation qui peut conduire tout tiers donc à se comporter en contrôleur de la bonne application de la loi, et qui met notamment les associations de la protection environnementale et des droits humains en position de force vis-à-vis du procès. Ça veut dire qu'habituellement, exclusivement dévolu aux autorités administratives régulatrices gardiennes de la légalité, le rôle de vigie ne serait plus réservé aux seules autorités sous l'empire de cette loi. Pourtant, il s'avère que cette opportunité peut s'avérer ne pas bénéficier pleinement aux associations. Et je voudrais revenir très rapidement au dialogue et au contentieux qui a été soulevé par la grande affaire qui nous occupe tous, Total Energy, dans laquelle, s'agissant du modus operandi du plan, les juges parisiens soulignent que la seule véritable consigne du législateur réside dans la volonté d'élaborer le plan selon la méthode de la corrélation. Certes, cette collaboration, disent les juges, cette collaboration des parties prenantes peut notamment prendre appui sur le mécanisme de la mise en demeure. Certes, également. Mais plus encore, selon les juges parisiens, cette mise en demeure explicite la volonté du législateur d'instaurer un processus collaboratif d'élaboration du plan, ce qui signifie, ou semble signifier, si j'ai bien compris les décisions, que pour les juges du tribunal judiciaire de Paris, cette mise en demeure constitue, sinon une clé de voûte, de vigilance, du moins le sésame à toute mesure d'injonction aux fins de respecter le dispositif général. Les juges parlent d'une phase obligatoire de dialogue et d'échange amiable. Cette mise en demeure, au regard de cette jurisprudence, se trouverait-elle élevée au rang de condition procédurale préalable à toute mesure ultérieure d'injonction? N'est-ce pas faire jouer un rôle un petit peu trop important à la mise en demeure lorsque précisément les parties prenantes n'auraient pas été sollicitées par l'entreprise concernée par le devoir de vigilance? Pour conclure, il y a de cela plusieurs décennies, Renaud Aupetit était de ceux qui pensaient qu'un droit des groupes, et il l'avait magistralement démontré dans des travaux du CREDA, qu'un droit des groupes était trop complexe et peu pertinent, économiquement parlant. Plus de 50 ans après, un tel droit des groupes semble se constituer à bas prix, prenant des formes très originales de compliance, d'éthique. Mais l'économique ici doit céder la place à des préoccupations tout à fait nouvelles, environnementales, sociales. Disposer d'un droit des groupes, voici sans doute une nouvelle source de tension pour la doctrine en droit des sociétés.